Nous voulons échanger autour d'un sujet aussi important en droit au WADA qui concerne les limites à la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et éventuellement aux dommages et intérêts. C'est-à-dire dans l'organisation de la procédure qui vise à permettre aux créanciers de recouvrir leurs créances, il y a trop souvent une troisième personne qui entre en scène dans cette relation qui est d'abord principalement entre un débiteur et un créancier. Mais trop souvent, quand il s'agit de recouvrir la créance, il y a une troisième personne qui entre en scène qu'on appelle un tiers saisi. Alors, cette troisième personne-là a toujours tendance à protéger les débiteurs en raison de sa relation avec les débiteurs saisis. C'est pourquoi le législateur a voulu mettre une gamme de sanctions en réprimant une certaine attitude tendant à enfreindre les procédures ou la procédure engagée dans le recouvrement de la créance. Et cette condamnation ou ces sanctions prévues par les droits communautaires contre les tiers saisis n'est pas absolue, elle est parfois relative parce qu'il y a certaines conditions aussi qui doivent entrer en compte lorsqu'il s'agit de sanctionner un tiers saisi pour son comportement. On ne peut pas sanctionner un tiers saisi pour des faits qui sont bénins. On ne peut pas sanctionner le tiers saisi pour des erreurs peut-être de bonne foi, mais il y a des causes qui peuvent donner naissance à la sanction du tiers saisi, qu'il soit au paiement des causes de la saisie ou encore au dommage à intérêt. C'est tout ce que nous voulons voir aujourd'hui. Alors, il nous est indispensable de commencer à définir d'abord ce qu'on entend par un tiers saisi. Qui est un tiers saisi? La loi a donné sa définition. Je peux toutefois lire d'abord ce que la loi dispose quant au tiers saisi. Les doctrinaires ont aussi donné leur définition, leur entendement sur les concepts de tiers saisi. Qui est-ce qu'on peut appeler tiers saisi? Qui a la qualité de tiers saisi? L'article 1er, -1, dispose ce qui suit. Les tiers saisis en matière de saisie sur une créance est défini comme personne tenue au jour de la saisie d'une obligation portant sur une créance des sommes d'argent nées d'un rapport de droit qui implique un pouvoir propre et indépendant à l'égard du débiteur. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de la créance ou de la saisie pratiquée sur des créances qui portent sur des sommes d'argent. C'est cet aspect-là qu'on peut entrevoir les tiers saisis. Alors, lorsque la saisie porte sur un bien autre qu'une somme d'argent, un tiers saisi est défini comme la personne détenant au jour de la saisie pour les comptes du débiteur un bien sur lequel porte la saisie. C'est la définition légale. Alors, en dehors de cette définition légale, il y a un doctrinaire, notamment les patrons de ce cabinet, Maître Abaya, qui définit les tiers saisis de cette façon. Voici ce qu'il dit quant à ce qui concerne la définition du tiers saisi. Le tiers saisi est la personne qui, au moment de la saisie, pratiquée entre ses mains, a la qualité de tiers saisi, c'est-à-dire détient effectivement des biens pour les comptes du débiteur saisi. Je reviens, les doctrinaires disent, le tiers saisi est la personne qui, au moment de la saisie pratiquée entre ses mains, a la qualité de tiers saisi, c'est-à-dire détient effectivement des biens pour le compte du débiteur.
Alors, nous avons aussi voulu, ou en analysant ou en faisant une étude combinée de ces définitions, simplifier la définition du tiers saisi. Que vous pouvez retenir, et tiers saisi, c'est les débiteurs du débiteur saisi au moment de la saisie. Par tiers saisi, vous pouvez simplement comprendre que c'est les débiteurs du débiteur saisi au moment de la saisie. C'est-à-dire, tout celui qui est débiteur d'un autre débiteur contre qui le recouvrement est engagé, celui-là est tiers saisi lorsque la saisie est pratiquée entre ses mains. Vous devez, JC, tu dois à Grady 100 000 $. On suppose que tu es un établissement bancaire. Grady a effectué le dépôt sur son compte, logé dans tes livres, et son compte est créditaire d'une somme évaluée à 100 000 $. Contre Grady, une saisie, une procédure de recouvrement est engagée, des créances. Et l'huissier mène des enquêtes, se rend compte que chez toi, Grady a un compte. Et dans son compte, il peut y avoir de l'actif. L'huissier peut venir directement chez toi pour frapper la saisie sur les avoirs de Grady se trouvant entre tes mains. Et en ces moments-là, parce que tu es débiteur de Grady, tu détiens ces avoirs. En termes d'actifs, tu deviens débiteur de Grady, qui est le débiteur saisi contre qui la poursuite est engagée. C'est pourquoi j'ai dit, et tiers saisi, les débiteurs du débiteur saisi entre les mains de qui la saisie est pratiquée, ou soit et tiers saisi, les débiteurs du débiteur saisi au moment de la saisie. Tout celui qui détient les avoirs d'une personne contre qui une procédure de recouvrement forcé est engagée et qu'une saisie est pratiquée entre ses mains, celui-là a la qualité du tiers saisi. On peut être tiers saisi en détenant les biens meubles de quelqu'un. Il suffit simplement que vous ayez une obligation envers les débiteurs saisis. Et lorsque la saisie de ces avoirs qui se trouvent entre vos mains est pratiquée, en ce moment-là, vous avez cette qualité de tiers saisi. Alors, la loi, de cette manière-là, a organisé à ce que l'action du tiers saisi, qui est devenue maintenant importante dans la procédure de recouvrement, ne puisse pas compromettre à la procédure de recouvrement des créances. Parce que du fait que toi, avec Grady, d'ailleurs, tu sais, j'ai donné l'exemple, tu es l'établissement bancaire, Grady vient faire des dépôts, tu auras toujours tendance à protéger son compte, à ne pas permettre que l'argent quitte la banque. C'est pourquoi il fallait que certaines restrictions ou les comportements du tiers saisi soient organisés par la loi afin de ne pas paralyser la procédure engagée par les créanciers poursuivants. Et créancier poursuivant, c'est tout celui qui a engagé une procédure de recouvrement des créances. Et appelé débiteur saisi, c'est toute personne contre qui une procédure de recouvrement des créances est engagée. C'est celui-là qu'on appelle débiteur saisi. Alors, maintenant, il fallait aller dans le sens de dégager quelques éléments qui puissent identifier les tiers saisis. Parce que ce n'est pas du fait que je t'ai donné mon téléphone pour passer un appel, on doit venir frapper mon téléphone entre tes mains de la saisie sous prétexte que tu es le tiers saisi. Parmi ces éléments qui permettent à ce que nous puissions dégager vraiment une vie claire sur les tiers saisis, il faut noter que le tiers saisi doit détenir ces avoirs-là en vertu d'un pouvoir propre et indépendant à l'égard du débiteur. Le tiers saisi doit détenir les avoirs du débiteur saisi en vertu d'un pouvoir propre et indépendant.
Ça, c'est de un. De deux, le tiers saisi peut être une personne morale ou physique, des droits publics ou des droits privés. Un tiers saisi peut être une personne morale ou physique, des droits publics ou des droits privés. Et troisième élément, les tiers saisis doivent détenir au jour de la saisie les avoirs en actif du débiteur saisi. C'est-à-dire, il doit être effectivement un débiteur du débiteur saisi. Il doit détenir les avoirs en actif, pas au passif, en actif. Souvent, ça se passe dans le cas de banque. Vous pouvez avoir un compte logé dans le livre de la Rabobank, mais dans ce compte-là, il n'y a rien. Et s'il faut même prélever les frais de la gestion des comptes, ce n'est pas la banque qui vous doit, mais c'est vous qui devez à la banque. Mais ce n'est pas parce que vous avez un compte chez la Rabobank que la Rabobank a la qualité automatiquement du tiers saisi. Non. Il faut que ces comptes-là soient créditaires. Que la Rabobank détienne en liquidité vraiment l'argent que vous aviez déposé. Qu'on vienne, on trouve dans ces comptes que la Rabobank détient vos avoirs, l'actif, et non les passifs. Parce que lorsque la Rabobank détient les passifs, c'est vous qui devenez maintenant débitaire de la Rabobank. La Rabobank ne vous doit rien, mais c'est par contre vous devez à la Rabobank. Parce que vous devez payer les frais de la gestion de ces comptes-là. Donc, il faut détenir au moment de la saisie les avoirs en termes d'actifs en faveur du débiteur saisi. Alors, en dehors de ces quelques éléments-là, ces éléments sont importants. Je ne sais pas, à Ndil, on était parti vers qui dans l'affaire Transco contre la société Security. La Rabobank était saisie comme tiers saisi. Après la saisie, la Rabobank procède à la déclaration, tout ce que nous allons voir. Il s'est avéré que les soldes globales de tous les comptes de la société ou de l'établissement Transco étaient un solde débitaire. En ce moment-là, la qualité du tiers saisi tombe. Et même s'il y avait des contraventions ou des erreurs par rapport à la violation des conditions, des obligations imposées sur le tiers saisi, celui-ci, du fait de ne pas avoir cette qualité-là ou de ne pas détenir l'actif du débiteur saisi, il ne peut pas être condamné en cas de manquement ou de violation des obligations prévues par la loi en sa charge ou en sa qualité de tiers saisi. C'est pourquoi il est important, lorsque votre client est poursuivi en qualité de tiers saisi, vous devez vous asseoir d'abord, vérifier si réellement votre client a la qualité de tiers saisi. S'il n'a pas la qualité de tiers saisi, vous devez soulever ça, afin qu'il ne fasse pas l'objet de sanctions ou de poursuites inutilement. Parce que la loi prévoit, en cas de contestation après la saisie, il faut que le tiers saisi soit invité dans l'instance pour que le jugement lui soit opposable. Mais celui qui n'est pas tiers saisi ne peut pas être invité dans l'instance. Mais dans cette affaire-là, la Rabobank n'avait pas la qualité de tiers saisi. Parce qu'effectivement, Transco avait des comptes ouverts dans le livre de la Rabobank. Mais ces comptes-là n'étaient pas des comptes créditaires, c'était des comptes débitaires. Bonjour. C'est la société Transco qui devait, en principe, à la Rabobank. Et sur cet aspect-là, la Rabobank ne devrait pas être invitée dans cette instance-là parce qu'elle n'a pas la qualité de tiers saisi. Mais curieusement, la Rabobank a été invitée. Et la seule raison qu'on invite un tiers saisi dans une instance de contestation, c'est simplement pour que le jugement qui sera sorti, qui sera rendu, lui soit opposable. Alors, maintenant, quelles sont ces conditions que la loi impose sur le tiers saisi?
Parce que tout ce que le législateur OHADA vise ici, c'est que l'attitude du tiers saisi, qui est toujours de connivence avec les débiteurs saisis, ne puisse pas préjudicier les créanciers poursuivants dans le recouvrement de sa créance. Quelles sont ces conditions? Ces conditions ou ces comportements que doit adopter le tiers saisi est dicté par l'article 38 d'abord, de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et de voies d'exécution. C'est cet article mère ou l'article base qui pose les conditions ou l'attitude, les comportements que doit adopter le tiers saisi lorsque une saisie conservatoire est pratiquée entre ses mains ou soit une saisie attribution est pratiquée entre ses mains. Parce qu'entre les mains d'un tiers qui détient les avoirs du débiteur saisi, on peut pratiquer une saisie conservatoire ou encore une saisie attribution. L'article 38 pose des conditions majeures. La première condition, c'est la condition qu'on qualifie la condition de ne pas faire. La première condition, c'est la condition de ne pas faire. Et par cette condition de ne pas faire, on sous-entend quoi? Le législateur communautaire OHADA interdit au tiers saisi d'adopter n'importe quel comportement qui puisse empêcher ou qui puisse entraver la procédure de recouvrement qui est engagée. C'est pourquoi on le dit, tu dois t'abstenir. La condition de ne pas faire, la première condition. Il doit s'abstenir de toute attitude, de tout comportement préjudiciable à la procédure de recouvrement engagée. Et la deuxième condition, c'est la condition de faire. Cette condition de faire vise tout simplement à obtenir le concours du tiers saisi à la bonne exécution de la procédure de recouvrement engagée. C'est-à-dire à tout moment ou à tout le temps où il sera besoin de demander son concours pour la bonne exécution de la procédure, il est obligé de répondre de le faire. Il ne peut pas refuser. C'est ça la deuxième condition qu'on qualifie de la condition de faire. La première condition, on a parlé de la condition de ne pas faire, c'est garder, c'est protéger de toute attitude préjudiciable à la procédure. La deuxième condition, on lui dit, lorsque ton apport est sollicité, tu dois le faire. Et c'est dans cette condition, dans cette deuxième condition, que nous trouvons plusieurs autres conditions. Je disais que l'article 38 pose des conditions de base. À ces conditions, nous avons l'article 81 d'abord. Ou le 2, nous allons nous en servir de ces deux articles-là. 80 et 81 et l'article 156 aussi. Mais aussi l'article 185. L'article 80 et 81, l'article 156 et l'article 185. L'article 186, l'article 80 et 81 parlent exclusivement de l'attitude du tiers saisi lorsqu'il y a une saisie conservatoire et pratiquée. C'est juste ça. Et les sanctions qui en découlent, l'article 80 et 81 organisent l'attitude du tiers saisi et les sanctions prévues contre le tiers saisi lorsqu'une saisie conservatoire est pratiquée entre ses mains. Parce qu'on peut venir saisir conservatoirement les biens se trouvant entre les mains d'un tiers. Les cas toujours de la banque. Alors que l'article 156 parle de l'attitude que doit adopter le tiers saisi et des sanctions prévues aussi lorsqu'une saisie attribution des créances est pratiquée entre ses mains. Oui. Alors, l'article 185 parle de l'attitude que doit adopter un employeur lorsqu'une saisie sur des rémunérations est pratiquée. Parce qu'il est possible de saisir
une partie de la rémunération tout en respectant les caractères alimentaires du salaire. Alors, dans toutes ces conditions et dans toutes ces dispositions que nous venons d'énumérer, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'attitude du tiers saisi? La loi, surtout l'article 156, parce que l'article 80 renvoie à l'article 156. L'article 156 du Code de l'acte uniforme et portant procédure simplifiée de recouvrement et de voies d'exécution pose un certain nombre de conditions au tiers saisi lorsqu'une saisie est pratiquée entre ses mains. La première des conditions, c'est la condition de déclaration. Les tiers saisis, une fois la saisie est pratiquée entre ses mains, le tiers saisi doit procéder à la déclaration. Qu'est-ce qu'il déclare? Il déclare l'étendue de son obligation vis-à-vis du débiteur saisi. Le tiers saisi déclare l'étendue de son obligation vis-à-vis du débiteur saisi. Comme pour dire, qu'est-ce que tu détiens effectivement pour les comptes du débiteur saisi? Et quelles sont les modalités qui affectent ou qui affecteront ton obligation à l'égard du tiers saisi? C'est-à-dire, vous vous êtes entendu comment pour l'exécution de cette obligation-là? Première condition, c'est la condition liée à la déclaration. On déclare quoi? On déclare l'étendue de l'obligation vis-à-vis du débiteur saisi. Qu'est-ce que tu as pour les comptes du débiteur saisi? Parce que vous devez retenir que, surtout en matière de banque, lorsqu'il faut frapper la saisie, les huissiers ou les autorités chargées d'exécution procèdent à la saisie de manière à l'aveuglette. C'est-à-dire, ils estiment, peut-être ce monsieur peut avoir un compte bancaire logé dans telle banque. Il vient, il dépose l'acte de saisie. Toi, le tiers saisi l'établissement bancaire, tu es censé de pouvoir déclarer si tu as d'abord, si tu détiens dans tes livres les comptes de tel monsieur, dont le nom a été indiqué, identifié. Si tu en as, oui. Si tu n'en as pas, non. Si tu n'en as pas, non, et puis ça passe. Il part ailleurs. Mais si tu dis que tu détiens dans tes livres ou tu détiens les avoirs de tel monsieur, alors tu dois expliquer. Il s'agit de quel avoir? Tu décris la nature. S'il s'agit de sommes d'argent, tu dis les montants de cette somme d'argent et les modalités qui affectent ou qui pourront affecter cette obligation-là. La manière dont vous vous êtes entendu pour le paiement ou l'exécution de cette obligation. Et tu dois aussi déclarer dans cette obligation-là, s'il y a peut-être des sessions passées, dans cette même obligation, dans ces mêmes avoirs, ou s'il y a encore des saisies antérieures. Quelqu'un d'autre avait déjà pratiqué la saisie sur ces mêmes avoirs-là. Tu dois déclarer ça devant l'agent d'exécution, l'autorité chargée de l'exécution, ou soit devant l'huissier qui sera là pour les comptes du créancier. Pourquoi on doit déclarer? Pour que les créanciers sachent s'il doit rester avec toi comme tiers saisi ou il doit aller ailleurs. Parce que si tu n'as pas la qualité du tiers saisi, tu ne détiens pas les avoirs du débiteur saisi, ça lui permettra d'aller ailleurs, de chercher d'autres banques ou d'autres personnes qui détiennent les avoirs. C'est pourquoi il est obligé, pour un tiers saisi, de déclarer une fois que la saisie, l'acte de saisie lui est déposé. Et tu dois déclarer, comme je dis, tu dois aussi déclarer la nature et les modalités qui affectent cette obligation-là. Pourquoi? Il se peut que, toujours pour les comptes des banques, le débiteur saisi a un compte ou plusieurs comptes logés dans le livre de la rare banque ou equity. Mais ces montants-là, ou ces soldes, la sommation de tous ces comptes-là, dégage peut-être un solde négatif. Il faut que tu le dises, qu'ils sachent, parce qu'il n'y a rien ici, je ne peux pas m'attarder ici, je dois aller ailleurs. Ou soit, s'il y a d'autres saisies, les saisies antérieures précédemment, frappées sur ces mêmes avoirs-là,
tu es censé les communiquer afin qu'ils sachent s'il faut aller ailleurs ou continuer à espérer malgré qu'il y a déjà d'autres créanciers antérieurs sur ces mêmes avoirs-là. C'est ça l'importance de l'obligation de déclarer. Et la deuxième obligation, c'est l'obligation de communiquer les pièces. Il ne suffit pas seulement de déclarer. Faudrait-il encore ajouter communiquer les pièces justificatives des déclarations faites? Si vous dites qu'il a un compte chez nous, le compte est négatif, le solde est négatif, vous devez imprimer les relevés et produire. Effectivement, il a autant de comptes et dans tel compte il y a autant, dans tel compte il y a autant, et dans tel compte la sommation. Vous faites savoir ça. Et s'il y avait aussi des saisies antérieures pratiquées, vous signalez à la même occasion qu'il y a une précédente saisie sous tel numéro, à telle date, en faveur de tel créancier qui a été pratiqué sur le même savoir. Parce que vous devez savoir, on y reviendra le jour où on parlera des saisies attribution des créanciers. La première saisie qui est pratiquée ne peuvent être privés des faits que soit par la volonté de la loi, soit par une décision, soit par la volonté du créancier. Alors, aussi longtemps que cette saisie-là n'a pas perdu ses effets, n'est pas privé des faits, c'est-à-dire ne devient pas caduque, le deuxième créancier saisissant ou la deuxième saisie qui sera portée ne peut recevoir gain de cause que lorsque la première saisie a été désintéressée ou soit privée des faits. C'est-à-dire, le premier créancier, tant qu'il n'a pas encore été désintéressé, sa saisie demeure. Toi qui viens pour faire la deuxième saisie, tu dois attendre que celui-là soit désintéressé. S'il restait encore quelque chose, alors tu peux profiter. Sinon, tu perds. C'est dans l'hypothèse d'une saisie antérieure. Donc, nous avions parlé des deux obligations, l'obligation de communiquer et l'obligation de déclarer. Il doit déclarer et puis il doit communiquer les pièces justificatives de toutes ces déclarations-là. Alors, une autre obligation, la loi dit, l'article 154 dit, les débiteurs, les tiers saisis entre les mains duquel la saisie est pratiquée est émis pour débiteur du créancier saisissant. Lorsqu'on vient, on trouve entre tes mains les avoirs, effectivement tu détiens les avoirs du débiteur saisi, et qu'on frappe ces avoirs-là de saisie, tu deviens en ce moment-là débiteur du créancier saisissant. Oui. Sur la limite de ton obligation à l'égard du débiteur saisi. Oui. C'est-à-dire, une saisie est pratiquée pour 100 000 $. Toi, entre tes mains, tu détiens 200 000 $ pour le compte du débiteur saisi. Parce que la saisie est pratiquée pour 100 000 $, tu deviens débiteur de ces 100 000 $ vis-à-vis du créancier saisissant. C'est pour dire, tu ne peux pas t'hasarder à libérer cette somme-là au profit du débiteur saisi parce que c'est ton partenaire, de peur que toi-même tu puisses passer à la condamnation au paiement des causes de la saisie qui est l'une des sanctions que nous verrons. Donc, une fois que la saisie est pratiquée, les tiers saisis deviennent débiteurs personnellement et engagent sa responsabilité vis-à-vis du créancier saisissant. Mais aussi, une autre obligation, c'est l'obligation de s'abstenir. Un tiers saisi ne peut pas aller en contestation de la saisie parce que ce n'est pas son affaire. Que la saisie soit bien faite ou non, ce n'est pas ton affaire, ce n'est pas ton argent. Tu ne peux initier aucune action en justice pour contester la saisie qui est pratiquée. Si tu t'affiches ainsi, on suppose que tu as des intentions de protéger les débiteurs saisis et tu peux être condamné au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage et intérêt. Donc, après avoir gardé ce qui a été frappé de saisie, tu dois te réserver de toute attitude susceptible de pouvoir entraver la procédure qui est engagée. C'est de cette manière-là que le tiers saisi doit se protéger. Parlons maintenant de la déclaration, l'obligation que nous avions épinglée.
Comment doit se passer la déclaration? Qui doit faire la déclaration? Dans quelle période faut-il déclarer? Entre les mains de qui faut-il déclarer? Je vous ai donné l'économie, les contenus de la déclaration, c'est-à-dire si vous avez des relations avec lui, si vous avez des avoirs, oui ou non, et la manière dont les modalités qui affectent cela. Mais ici, il faut retenir aussi la qualité de la personne qui doit déclarer. Les délais prévus par la loi qu'on doit déclarer. Entre les mains de qui faut-il déclarer? Alors, qui doit déclarer? Si c'est une personne physique, c'est la personne qui détient les avoirs du débiteur saisi. Si, dans l'hypothèse d'une personne physique, c'est lui qui détient les avoirs du débiteur saisi là, qui l'a saisi et pratiqué entre ses mains, si c'est lui là qui doit déclarer. Donc, c'est le tiers saisi lui-même qui doit déclarer lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Mais lorsqu'il s'agit d'une personne morale, le cas toujours des établissements bancaires, c'est la personne ayant qualité au sein de cet établissement-là. Et en ces jours, pour les banques, beaucoup plus, c'est soit un conseiller juridique, soit le directeur juridique, ou soit le DG lui-même peut procéder à la déclaration. C'est ça en ce qui concerne la qualité de la personne qui doit déclarer. La période maintenant, quand est-ce qu'il faut déclarer? Actuellement, lorsque l'huissier vient chez toi, il te dépose l'acte de saisie, il te trouve toi-même. C'est-à-dire la signification de l'acte de saisie est faite à personne. La loi dit, le tiers saisi doit déclarer en dehors 2 jours de la réception de l'acte de saisie. Avant la révision de l'acte uniforme concernant, la déclaration se faisait sur le champ. Et il a été observé que plusieurs tiers saisis, surtout les banques, étaient traînés devant le juge aux condamnations au paiement des causes de la saisie et le dommage et intérêt, parce qu'il y avait de simples erreurs du fait que l'huissier, là, tu dois déclarer avant qu'il ne quitte. Parce que s'il partait, on suppose que tu as refusé. Et ça entraînait les tiers saisis dans des erreurs qui les amenaient à être condamnés au paiement des causes de la saisie. C'est pourquoi, après la révision, la loi a essayé d'élargir un peu l'assiette pour dire non, une fois que l'acte de saisie est signifié à personne, la déclaration doit intervenir au plus tard dans les 2 jours. Comment peut-on concevoir ou comprendre que l'acte de saisie est signifié à personne? Pour des personnes physiques, c'est normal. On vient, on trouve la personne concernée, on remet l'acte. Là, on dit l'acte est signifié à personne. Mais pour des personnes physiques, morales plutôt, l'acte est signifié à personne pour des personnes morales, c'est lorsque l'acte est signifié entre les mains soit d'été, commençant par DG, directeur juridique, les cadres de collaboration de l'établissement. Et pour des banques, trop souvent, lorsque l'acte est signifié entre les mains d'un juridique, on suppose que la signification est faite à personne. Si la signification n'est pas faite à personne, elle est faite à domicile, la déclaration doit intervenir avec les pièces en annexe dans les 5 jours de la signification. Et tout manquement à ces restrictions entraîne la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage et intérêt. Donc, la période, lorsque l'acte de saisie est signifié à personne, on déclare au plus tard 2 jours. Lorsque l'acte n'est pas signifié à personne, on déclare au plus tard 5 jours. Si vous ne le faites pas, l'huissier ou l'autorité chargée de l'exécution va constater les refus et ça va peser sur votre client ou votre employeur. 5 jours lorsque l'acte n'est pas signifié à personne. Parce que l'huissier vient, il dépose l'acte de saisie. Tu es censé le déclarer, de faire les déclarations. Et s'il t'a trouvé, tu fais la déclaration soit sur le champ ou dans les 2 jours. S'il ne t'a pas trouvé, tu dois le faire dans les 5 jours. Faute de cela, on constate que tu as refusé de déclarer, donc ton attitude entrave la procédure engagée. Et tu peux être condamné au paiement des causes de la saisie
éventuellement dommages et intérêts. Alors, entre les mains de qui faut-il déclarer? On n'envoie pas la déclaration au greffe, non. On n'envoie pas la déclaration au tribunal ou au président du tribunal, non. La déclaration est envoyée à l'huissier de justice qui était venu pratiquer la saisie ou soit à l'autorité chargée d'exécution. C'est pour des raisons de célérité. On ne peut pas transiter par quelqu'un d'autre pour faire parvenir à l'huissier ou au créancier les déclarations, non. Il faut l'envoyer directement. Et c'est prudent que ça soit fait sur le champ pour des banques, pour éviter, parce qu'il y a trop de choses à faire. Quand vous serez conseiller juridique dans une banque, pensez à cela. Les banques sont condamnées beaucoup pour de simples négligences ou de simples erreurs de leurs employés. Parce que ça profite au créancier. La loi lui dit, lorsqu'il refuse de déclarer, tu peux rester en justice contre lui pour obtenir les dommages et intérêts ou encore qu'il soit condamné au paiement des causes de la saisie. C'est profitable pour lui. Là où il attendait 100 000 $ comme créance, il lui ajoute encore le dommage et intérêt peut-être de 500 000 $. Mais en ce qui concerne le dommage et intérêt, il faut retenir que le dommage et intérêt ne peut pas excéder, ne peut pas aller au-delà ou ne peut pas être supérieur à la créance poursuivie. Et lorsque plusieurs tiers saisies sont poursuivies pour paiement des causes de la saisie et dommages et intérêts, la loi dit que les juges doivent veiller à ce que le cumul de ces dommages et intérêts ne puisse pas dépasser les montants poursuivis comme créance. C'est ça, ce sont ces obligations du débiteur. Je vous ai parlé de la communication des pièces. Il doit toujours justifier tout ce qu'il dit par des actes de pièces signés. Alors, lorsque la déclaration est faite, là, c'est l'hypothèse où on parlait sur les obligations ou l'attitude que doit adopter un tiers saisi lorsque la saisie est pratiquée entre ses mains. Faute de répondre à cette obligation, à ces obligations-là, ou d'adopter cette attitude-là, vous vous exposez. Quelles sont maintenant les sanctions que la loi prévoit contre un tiers saisi défaillant? La loi prévoit des sortes de sanctions. Toujours, base légale, les articles que je vous ai donnés, 38, 80, 81, 156 et 185. La loi prévoit des sanctions pour réprimer l'attitude défaillante du tiers saisi et il n'y a que ces deux sanctions. Bonjour. C'est-à-dire, le tiers saisi peut être condamné soit au paiement des causes de la saisie, seulement. Le tiers saisi peut être condamné soit au dommage et intérêt, seulement. Le tiers saisi peut être aussi condamné au paiement des causes de la saisie et au dommage et intérêt. Quand on parle de la condamnation au paiement des causes de la saisie, voudrait dire quoi? C'est-à-dire le tiers saisi est censé payer ce qu'on poursuivait comme créance. Parce que moi, j'étais en train de poursuivre les recouvrements contre X, toi, tu détiens ces avoirs, tu refuses de me faciliter la tâche, tu seras condamné à me payer ce que je devrais recevoir auprès de lui. Quitte à toi, maintenant, le tiers saisi, de retourner contre le débiteur saisi pour obtenir le remboursement de ce qui a été payé. Ça crée encore des procédures et ça devient encore difficile pour les tiers saisis. Donc, ce sont ces deux sanctions que la loi prévoit contre un tiers saisi défaillant. Parlant des sanctions, nous voulons maintenant parler des attitudes qui donnent lieu à la condamnation du tiers saisi. Quelles sont ces attitudes ou quelles sont ces violations de la loi qui peuvent entraîner les tiers saisis à être condamnés au paiement des causes de la saisie? Parmi ces attitudes, nous avons premièrement le refus de déclarer. Lorsque l'huissier vient, il vous dépose l'acte de saisie, vous refusez de déclarer.
vous pouvez être condamné au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage et intérêt. Premier cas, les cas du refus de déclarer. Deuxième cas, les cas du retard de déclarer. La loi vous dit lorsque l'acte de saisie signifie à personne, vous devez déclarer dans le 2 jours plus tard. Et si l'acte est signifié à domicile, vous devez déclarer dans les 5 jours. Mais vous êtes allé trop loin pour venir déclarer dans le 10 jours. Et cette attitude-là est réprimée par la loi. Vous pouvez être condamné au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage intérêt. Donc, les retards quant à la déclaration. En dehors du retard, nous avons aussi un autre cas qui consiste à une déclaration fautive. Lorsque vous faites une déclaration fautive, vous pouvez être traîné devant le juge pour être condamné au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage et intérêt. Par déclaration fautive, qu'est-ce que vous pouvez entendre? C'est une déclaration soit inexacte, mensongère ou encore incomplète. Lorsque vous faites une déclaration inexacte, mensongère ou incomplète, alors attendez-vous à être condamné au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage et intérêt. Une déclaration inexacte, c'est-à-dire vous ne reprenez pas fidèlement la situation de vos obligations à l'égard du débiteur saisi. La déclaration incomplète, vous déclarez en partie. La personne détient plusieurs comptes peut-être chez vous, mais vous déclarez des comptes seulement ou un seul compte. Alors que le même créancier avait autrefois frappé la saisie des avoirs de celui-ci, vous aviez déclaré 3 comptes. Et il revient par la suite, vous dites qu'il n'y a qu'un seul compte. Ou soit, vous aviez déclaré sans avoir fait accompagner votre déclaration de pièces justificatives. C'est aussi assimilé à une déclaration incomplète. Mensongère, c'est lorsque vraiment il y a des contre-vérités dans ce que vous êtes en train de dire. Et pourquoi cette attitude est toujours protégée et sanctionnée? Parce que vous avez toujours tendance, un tiers saisi a toujours tendance à protéger son ami qui est le débiteur saisi. Parce que surtout pour des banques, et lorsqu'il s'agit d'un débiteur saisi qui est un acteur majeur, c'est-à-dire une grande société qui a des avoirs vraiment économiques au sein de la banque aura toujours tendance à protéger son fils. C'est pourquoi il faut une gamme de sanctions pour paralyser ce genre d'attitude. Donc, je parlais du refus de déclarer, d'une déclaration tardive, d'une déclaration fautive. Et dans la déclaration fautive, j'ai épinglé une déclaration mensongère, inexacte et incomplète. Il y a aussi à ajouter dans cela les refus de paiement. Vous avez déclaré, vous détenez les avoirs. Les créanciers estiment que le montant que je poursuis les recouvrements avec les avoirs que tu détiens, là, ça va me suffire. Et la procédure est engagée. Au moment de paiement, vous refusez de payer. Alors là, vous pouvez être condamné au paiement des causes de la saisie. Quand on parle des causes de la saisie, c'est ce qu'on poursuit. Selon que vous aviez déclaré que vous détenez pour le compte de l'autre. Restons maintenant sur ce point-là, sur le refus de paiement. Quand est-ce qu'un tiers saisi peut payer? L'hypothèse toujours des banques, ou encore l'hypothèse même d'une personne morale, autre que la banque, ou d'une personne physique. Un tiers saisi vraiment. Quand est-ce qu'il peut payer? Vous serez juridique dans une banque. Les créanciers poursuivants a toujours tendance à exercer la pression sur le tiers saisi pour obtenir l'argent. Mais vous devez essayer de maîtriser sa tension pour ne pas être victime de son attitude. Le tiers saisi peut payer dans 3 hypothèses. 2 ou 3 hypothèses. La première hypothèse, le tiers saisi peut payer lorsque les débiteurs saisis acceptent. Effectivement, je lui dois de l'argent pour éviter les histoires de justice. Là, moi, j'aime pas ça. Il faut le payer. Lorsqu'il acquiesce, alors le tiers saisi peut payer les créanciers saisissants. Deuxième hypothèse,
lorsqu'il s'agit d'une décision qui ordonne le paiement et que cette décision est coulée en force des choses jugées. Lorsqu'il s'agit d'une décision coulée en force des choses jugées qui ordonne le paiement, alors en ce moment-là, le tiers saisi peut payer moyennant l'attestation ou encore le certificat de non-opposition ou encore de non-appel. On suppose qu'il y avait des contestations et au niveau des contestations, le créancier a remporté. Alors, c'est sur base de ces jugements, mais ces jugements doivent être annexés un certificat de non-appel ou encore de non-opposition qui atteste que le jugement est coulé en force des choses jugées. Alors, troisième hypothèse, le tiers saisi peut payer lorsqu'il s'agit d'une décision prise ou rendue sous l'article 49, qui dit que les décisions rendues par le juge de l'article 49 sont exécutoires sur minute. Lorsque vous êtes bénéficiaire d'une telle décision, vous pouvez vous présenter à la banque et faire état de cette décision pour se faire payer par provision. Et c'est à votre avantage ou désavantage, selon que cette décision peut être cassée en appel. Vous serez obligé de rétablir la situation dont vous aviez perdu. Parce que vous aviez touché l'argent par le simple fait que la décision dont vous portez contenait une disposition qui voudrait que cela soit payé sur présentation ou cela soit exécuté sur présentation. Les tiers peut aussi honorer. Mais lorsque cette décision-là est cassée en appel, alors vous devez rétablir la situation, c'est-à-dire rembourser restituer ce que vous aviez touché là. C'est dans ces trois hypothèses qu'un tiers saisi peut payer. Ça, c'est de son obligation parce que la loi lui dit, lorsque la saisie est frappée entre tes mains, tu deviens débiteur du créancier saisi. Maintenant, il peut se libérer de cette manière-là devant le créancier saisi et le paiement s'effectue moyennant une quittance. Une preuve qui atteste que j'ai payé et à la fin de paiement, celui-ci cesse d'être débiteur du créancier saisissant. Il ne paye pas avec son argent. Il paye selon l'étendue de son obligation à l'égard du débiteur saisi. Maintenant, ce même débiteur saisi qui est lié, plutôt, ce même tiers saisi qui est lié au créancier saisissant est aussi lié au débiteur saisi. C'est-à-dire, s'il payait mal, le débiteur saisi va initier l'action contre lui parce que tu as mal payé. Tu n'as pas payé comme la loi prévoit. J'étais encore en contestation. Pourquoi toi tu as payé? Je n'ai pas accepté que tu puisses payer. Pourquoi tu as payé? Alors, il est aussi lié à son partenaire qui est le débiteur saisi. Maintenant, quand est-ce que le tiers saisi peut libérer ces fonds-là au profit du débiteur saisi? C'est lorsque la saisie qui a été pratiquée est privée des faits. Quand on dit qu'une saisie est privée des faits, on suppose que cette saisie devient inopérante. C'est-à-dire, on ne peut plus s'en prévaloir. C'est alors que le débiteur saisi peut reprendre le plein contrôle de ses avoirs qui étaient entre les mains du tiers saisi. Parce que l'article 153, qui parle de la saisie-attribution des créances, voudrait que lorsqu'une saisie est pratiquée, ça opère une attribution immédiate sur des sommes réclamées. Et vous saviez que la saisie, soit conservatoire, soit attribution des créances, vise l'indisponibilité d'abord des biens qui sont frappés ou qui sont objets de la saisie. Une saisie est pratiquée et le créancier et le débiteur saisi, même aussi le tiers saisi, personne ne peut entrer en contact avec cette somme-là pour la fraction qui a été reconnue. Personne ne peut toucher encore cette somme-là. Ça reste indisponible. Alors, le débiteur ne peut plus entrer en contact avec son argent. Et le tiers saisi ne peut permettre le débiteur d'entrer en contact avec son argent que lorsque la saisie a été privée des faits.
Et nous verrons les éléments qui peuvent faire en sorte qu'une saisie soit privée d'effet. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus vanter cette saisie-là qui a été pratiquée. Donc, c'est là l'aspect que j'ai voulu épingler sur l'obligation de payer. Lorsque vous aviez déclaré, la procédure a été bien suivie, vous devez payer. Si vous refusez de payer, on peut vous traîner devant le juge pour obtenir le recouvrement de ce que vous aviez déclaré comme détenir en faveur du débiteur saisi. Et quand on parle d'une saisie est privée de fait, c'est beaucoup plus lorsqu'il s'agit d'une décision de la justice, c'est une décision qui ordonne la main levée. Lorsque vous avez le débiteur saisi ou un tiers, autrement tiers vraiment, qui était victime de la saisie sur ses avoirs alors qu'il n'était pas le débiteur saisi, peut initier une action en distraction. On a saisi vos avoirs parce que vous portez le même nom, mais à la seule différence, toi tu es JC, lui c'est Jacob. La banque, au lieu de déclarer les avoirs de JC, de Jacob, la banque déclare les avoirs de JC. Parce qu'il y avait vraiment l'identité presque de leur identité. En ce moment-là, JC qui est victime de cette saisie peut initier une action en distraction devant le juge pour attester devant le juge que je ne suis pas débiteur de celui-ci. On n'a aucun lien avec les créanciers saisissants. C'est par erreur que le tiers saisi a déclaré mes avoirs en lieu et place des avoirs de mon frère qui est Jacob. Et le juge peut prendre une ordonnance ordonnant la main levée. C'est alors qu'on peut parler aussi que la saisie est privée d'effet. Alors, ce sont ces quelques aspects qu'on peut initier. Une action contre un tiers saisi pour qu'il soit condamné au paiement des causes de la saisie et éventuellement au dommage et intérêt. Maintenant, parlons des limites à la condamnation du tiers saisi. Il y a des cas qui empêchent la condamnation du tiers saisi, même si cela est vrai vraiment que le tiers saisi a violé ses obligations. Il y a certains événements qui viennent pour protéger le tiers saisi, pour l'enlever sous l'emprise de cette loi. Et c'est ce qu'on parle de cas qui empêchent ou le limitent à la condamnation du tiers saisi. Un tiers saisi qui a refusé de déclarer, quand est-ce qu'il peut être soustrait de la sanction du juge pour qu'il soit condamné au paiement des causes de la saisie? Parce qu'on constate qu'il a refusé de déclarer, ou soit il a fait une déclaration mensongère inexacte ou incomplète. La loi dit lorsqu'une déclaration est faite de cette manière-là, le tiers saisi est poursuivi. Mais on vous dit, il y a certains événements qui peuvent surgir et puis soustraire celui-ci de cette condamnation-là. C'est pourquoi nous parlons de limite à la condamnation du tiers saisi. Alors, parmi ces éléments, c'est le premier élément qui empêche la condamnation du tiers saisi, quoique étant fautif ou défaillant, c'est la caducité de la saisie. Lorsque la saisie est caduque, le tiers saisi ne peut plus être condamné au paiement des causes de la saisie. Et quand est-ce qu'une saisie peut tomber dans la caducité? C'est l'hypothèse d'une saisie conservatoire. Lorsque vous frappez, vous pratiquez une saisie conservatoire, vous devez par la suite convertir cette saisie-là, soit en saisie-vente, soit en saisie-attribution. En saisie-vente, lorsqu'il s'agit d'une saisie qui porte sur le bien meuble. En saisie-attribution, lorsqu'il s'agit d'une saisie qui porte sur une créance ayant la nature de somme d'argent. Alors, lorsque la loi dit, soit l'article 69, lorsque vous avez pratiqué la saisie, vous devez vous attendre à convertir cette saisie-là dans le délai d'un mois. Mais avant de pratiquer la conversion de la saisie, vous devez commencer par dénoncer la saisie. Dénoncer la saisie, c'est-à-dire le jour où vous avez frappé la saisie,
porter cette saisie à la connaissance du débiteur saisi, parce que vous aviez saisi ses avoirs se trouvant entre les mains de sa banque ou je ne sais moi de qui. Lui n'est pas informé. Les tiers saisis, oui, n'a pas forcément une obligation d'informer son client que tes avoirs font l'objet d'une saisie. Non. C'est toi, le créancier saisissant, tu dois informer le débiteur saisi que tu as frappé ses avoirs de saisie. C'est une obligation. La dénonciation est une obligation qui entraîne la nullité de la saisie. Alors, lorsqu'on était en train de parler de la conversion de la saisie, lorsque la saisie n'est pas convertie dans les délais, cette saisie tombe caduque. C'est-à-dire, elle est privée des faits, on ne peut plus poursuivre son recouvrement ou son exécution. C'est ça l'hypothèse d'une saisie caduque qui soustrait les tiers saisis de la condamnation au paiement des causes de la saisie et des dommages et intérêts. Deuxième événement qui empêche la condamnation du tiers saisi, c'est la nullité de l'acte de saisie. La nullité de l'acte de saisie. Lorsque l'acte de saisie est déclaré nul par le juge, parce que si vous voyez l'article notamment 160 pour des saisies attributions et 69, je crois, pour des saisies conservatoires, on vous énumère les dispositions qui doivent, ou les mentions, bonjour, ou les mentions qui doivent se figurer obligatoirement dans l'acte de saisie, c'est-à-dire le PV de saisie. Il y a des mentions obligatoires qui doivent se figurer. Et ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L'omission d'une des mentions entraîne la nullité de l'acte. Alors, lorsque l'acte est nul, est annulé plutôt, est déclaré nul par le juge, alors les tiers saisis qui avaient fait une déclaration fautive ou qui avaient refusé de déclarer, ou soit qui avaient déclaré tardivement, ne peut plus être condamné, ne peut plus être poursuivi. Pourquoi? Parce que l'acte de saisie est déclaré nul, la nullité. Autre cas, le troisième cas qui soustrait les tiers saisis à la condamnation au paiement des causes de la saisie, c'est lorsque l'acte de saisie est annulé. Il y a la nullité de l'acte de saisie qui est prévu par la loi, il y a aussi l'annulation de l'acte de saisie par le juge. Lorsque le juge, pour une raison ou autre, parvient à annuler l'acte de saisie ou le PV de saisie, en ces moments-là, le tiers saisi ne peut plus être condamné au paiement des causes de la saisie. En dehors de ça, quatrième cas qui empêche la condamnation du tiers saisi, c'est la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie. L'article 54 vous dit, lorsqu'il y a péril quant au recouvrement de la créance et que vous n'avez pas un titre exécutoire pour frapper les avoirs de votre débiteur de la saisie, vous pouvez solliciter du juge une ordonnance qui vous autorise à frapper ou à pratiquer la saisie. Alors, lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée sur base de cette ordonnance-là et que cette ordonnance par la suite arrivait à être rétractée, c'est-à-dire annulée ou soit modifiée, alors le tiers saisi qui avait fait des déclarations fautives ne peut pas faire l'objet de la condamnation. Parce que l'ordonnance ayant autorisé la saisie a été rétractée par le juge. Mais aussi, les tiers saisis ne peuvent pas faire l'objet de condamnation lorsqu'il y a main levée de cette saisie. Vous avez fait une déclaration fautive, par la suite, il a été constaté que le débiteur saisi a engagé des contestations contre la saisie pratiquée et a obtenu gain de cause. Le juge a ordonné la main levée de cette saisie. Vous qui étiez sur le point d'être condamné au paiement des causes de la saisie, étant tiers saisi pour avoir fait des déclarations fautives, vous ne serez plus condamné. Pourquoi? Parce qu'il y a main levée de cette saisie-là. Cette saisie est privée de faits sur base de quoi on va vous condamner.
Donc, en cas d'une décision de main levée ou en cas de main levée d'une saisie, le tiers saisi ne peut plus être condamné au paiement des causes de la saisie. Alors, vous devez aussi savoir, quand vous serez avocat, conseil d'une banque ou juridique, avant l'expiration du délai de contestation, on ne peut pas condamner un tiers saisi pour avoir fait une déclaration fautive. C'est-à-dire, lorsqu'une saisie est pratiquée, la saisie doit être dénoncée dans les 8 jours à dater du jour où elle a été pratiquée, c'est-à-dire la saisie est pratiquée aujourd'hui. Dans les 8 jours, cette saisie doit être dénoncée, c'est-à-dire portée à la connaissance du débiteur saisi. Et dans le mois de la date de la dénonciation, la loi prévoit le temps pour élever les contestations. Pendant ce mois-là, on ne peut pas condamner un tiers saisi. Donc, lorsqu'on traîne votre client durant la période de contestation pour obtenir sa condamnation, vous devez soulever ça devant le juge. Le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie que lorsque la durée de contestation est fort clos. Le débiteur n'a pas élevé des contestations peut-être, et à ce moment-là, les créanciers qui étaient victimes de l'attitude du tiers saisi peut poursuivre le tiers saisi à la condamnation, au paiement des causes de la saisie, éventuellement au dommage et intérêt. Mais aussi et enfin, l'autre cas qui empêche la condamnation du tiers saisi, c'est le défaut de qualité du tiers saisi. Celui qui n'est pas tiers saisi ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie. Nous avions dit au départ quelques critères pour identifier un tiers saisi. Et nous avions donné la courte définition d'un tiers saisi, c'est le débiteur du débiteur saisi au moment de la saisie. Alors, lorsque vous n'êtes pas débiteur du débiteur saisi, pourquoi on doit vous traîner? Pourquoi on doit vous condamner, même si vous avez fait des déclarations mensongères ou tardives? On doit vous condamner sur base de quoi? Donc, cela ne sera pas envisageable, une telle condamnation. Alors, voilà, c'est ce que je peux, je ne sais pas appeler, exposer ou quoi, mais c'est ce que je peux vous donner quant à ce qui concerne notre thème sur les limites de la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et éventuellement au dommage interne. Je vous ai dégagé qui est celui un tiers saisi. Je vous ai parlé de l'attitude ou des obligations qui pèsent sur le tiers saisi. L'attitude qu'un tiers saisi doit adopter. Je vous ai parlé des obligations du tiers saisi lorsqu'une saisie est pratiquée entre ses mains.